Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal pour une nouvelle interview politique. Bonjour Dominique Sassoon. Bonjour Émile. Alors, vous êtes candidat aux élections législatives sur la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône et vous avez fait le choix de vous présenter sans étiquette, c'est-à-dire sans appartenance à un parti politique. Pour vous présenter un petit peu, donc vous êtes chirurgien de métier, mais vous êtes aussi très impliqué dans la vie politique d'Aix depuis des années. Vous étiez présenté aux élections municipales en 2020 sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Et avant cela, vous aviez été le suppléant d'Anne-Laurence Pétel pour La République En Marche, qui était déjà candidate en 2017 et de nouveau aujourd'hui. Donc ma première question, elle est simple, c'est pourquoi vous avez fait ce choix d'une nouvelle campagne et aussi d'une candidature sans étiquette? Ce choix, il a été dicté par l'urgence qu'on a ressentie, Anne et moi. Anne Meyrain, qui est ma suppléante. C'est une urgence absolue parce que lorsque le président de la République a dissous l'Assemblée nationale, on s'est dit mais c'est pas possible, il faut agir. Et j'ai été chirurgien toute ma vie, j'ai fait beaucoup d'urgences et on a considéré que c'était une urgence. Et on a réagi par instinct de survie démocratique. Voilà. Pourquoi sans étiquette ? Parce que franchement, j'ai été déçu par toutes les étiquettes auxquelles j'ai cru. J'ai beaucoup cru en Emmanuel Macron en 2017, et puis ensuite j'ai été déçu. J'ai cru à l'écologie raisonnable, et je me suis aperçu que les écologistes, en grande majorité, n'étaient pas très raisonnables sur le plan économique, etc. Et donc, nous avons préféré nous présenter sans étiquette, pour ne pas avoir d'investiture à réclamer, et puis parce que franchement, l'offre politique nous paraît désastreuse. Entre les deux extrêmes qui sont inquiétants, d'un côté comme de l'autre, avec une droite qui n'est pas du tout humaniste et une gauche qui est associée à LFI, qui est quand même un parti relativement violent, un centre qui est content de lui, fier de l'être, hautain et dédaigneux, et qui nous a mis dans cette situation, eh ben on s'est dit, voilà, on va s'adresser aux électeurs qui ne votent pas, parce qu'ils sont dégoûtés, qui sont indécis, parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner, qui en ont marre de voter pour le moins pire. Voilà, donc on s'adresse aux électeurs qui votent par défaut, qui ne votent pas et qui sont indécis, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Et on leur dit, voilà, votez pour des personnes qui n'ont pas de plan de carrière, qui n'essayent pas d'avoir une rente de situation et qui vont penser à vos vrais problèmes du territoire et de la France. Pourquoi vous considérez que c'était une situation d'urgence absolue? C'est une situation d'urgence démocratique parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, d'abord, il va y avoir une assemblée qui sera probablement ingouvernable et que je ne me reconnais dans aucune des coalitions qui sont proposées. Voilà. Je ne me reconnais pas dans la droite qui s'associe, on ne sait pas si elle s'associe, si elle ne s'associe pas, etc. Bon, la gauche, c'est un magma qui a été fait de manière opportuniste. Et le centre, avec le parti présidentiel, je considère que c'est lui qui nous a mis dans cette situation d'urgence. Et j'espère qu'il n'y aura pas de majorité absolue, ni d'un côté ni de l'autre. Et je regrette que le pays devienne ingouvernable. En tant qu'ancien soutien d'Emmanuel Macron, comment vous avez compris, vous, cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale? J'ai pas compris. Je l'ai absolument pas compris. Je suis ancien soutien, mais j'ai quitté vite le mouvement En Marche. De mon point de vue de citoyen, c'est incompréhensible. Voilà, c'est un coup de poker, je pense, mais il joue gros. Et puis je trouve quand même lamentable le fait qu'il ait mis tous ses soutiens à la rue. Des gens qui le suivent et qui ont cru en lui, les députés, les ministres, les militants, etc. Bon, débrouillez-vous. Je trouve que c'est terrible et que le timing n'était pas idéal non plus.
Vous qui êtes, comme je le disais au début, impliqué dans la vie politique d'Aix-en-Provence depuis des années, comment vous percevez le fait que pour la première fois, le Rassemblement national est arrivé en tête lors des élections européennes? Ben, je le perçois mal. Je le perçois mal et je le regrette. Mais je respecte complètement les électeurs. Et je pense que la responsabilité en vient aux politiques qui n'écoutent pas la rue et qui ne répondent pas aux problèmes des citoyens. Et voilà à quoi on aboutit. C'est beaucoup plus facile d'être dans l'opposition que d'être dans la majorité et de gouverner. Mais quand même, il n'y a aucune écoute. Donc, ou alors cette écoute n'a pas été comprise. Et forcément, les gens sont en colère. Voilà. Donc moi, je m'adresse à eux. Je ne m'adresse pas aux convaincus, que je respecte, hein, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais je m'adresse à ceux qui votent pour le moins pire chaque fois. Donc c'est un vote par défaut, et il y en a marre. Voilà. Il faudrait quand même voter par adhésion. On a reçu sur le plateau il y a quelques jours Baptiste Bouquet-Neuf, qui est un autre candidat sans étiquette dans votre circonscription, et qui me disait que lui, s'il décidait de se présenter sans étiquette, c'est parce qu'il voulait dépasser aussi ces clivages droite-gauche qui, selon lui, empêchent un petit peu de se concentrer vraiment sur le fond. Est-ce que vous aussi, vous avez plus envie de vous situer là-dedans, ou est-ce que vous avez encore une position dans ce... Emmanuel Macron m'a séduit quand il a dit dans sa campagne présidentielle « Une idée, quand elle est bonne, qu'elle soit de droite ou de gauche, il faut la prendre ». Bon, ça, c'était un axe extraordinaire. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit l'autre candidat. Je pense qu'il faut prendre les idées bonnes d'où elles se trouvent. Et notre programme est centré sur la santé. Quand on se centre sur la santé globale, physique, mentale, environnementale, on ne peut pas se tromper dans les choix qu'on va faire pour les concitoyens. Si on se pose chaque fois la question « Qu'est-ce qui va être bon pour mes concitoyens ?» au niveau de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, des terres agricoles, de l'alimentation, des circuits courts, on ne va pas se tromper. Et voilà, je trouve que Aix et son territoire est quelque chose de magnifique, que ça doit être préservé. Il y a plein de choses à faire et voilà, j'ai plein d'idées pour développer le pays aixois. Est-ce que vous pouvez me parler justement du coup de votre programme ? Eh bien, mon programme, il est centré sur la santé. Bon, je vous l'ai déjà dit. Donc, dans la santé, il y a un aspect qui est très important. Je vous ai dit l'air, l'eau, l'habitat, les transports, et aussi l'alimentation. On a un territoire qui est béni des dieux, un territoire un petit peu élargi, et j'ai beaucoup travaillé sur la possibilité, dans les 5 ans, de rendre ce territoire autosuffisant sur le plan alimentaire. C'est-à-dire de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, de diversifier les cultures et de permettre à ce territoire de s'auto-alimenter en grande partie. Il n'est pas question de faire des élevages de bovins en Provence, mais on peut diversifier le maraîchage. On a déjà énormément de ressources et il suffirait de préserver le foncier agricole et d'inciter et d'aider les agriculteurs à s'installer pour avoir une grande partie des besoins alimentaires de la population du pays d'Aix. Et est-ce que vous considérez que ça, c'est des sujets qui ne sont pas suffisamment portés par les partis un peu plus traditionnels ? Mais attendez, bien sûr, je considère que... De quoi ils parlent ? Ils sont toujours contre quelque chose. Contre les étrangers, contre les émigrés, contre les riches, contre... Voilà. Moi, je suis pour. Je suis pour la santé de mes concitoyens. Voilà. Et la santé, pas seulement les soins de santé, mais la santé... Le seul axe que je voudrais... Un des axes que je voudrais porter aussi, c'est de porter une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, aux handicapés. Et voilà. Et quand on pense écosystème global, on ne peut pas se tromper sur la santé de nos concitoyens. Voilà. Et pour être heureux, il faut d'abord et avant tout être en bonne santé. Qu'implique le fait de se présenter sans étiquette dans une campagne ? Comment on mène une campagne quand on est candidat sans étiquette ? Alors, il y a plusieurs difficultés. La première, c'est qu'on avait 15 jours. La deuxième, c'est qu'on n'est que sur fonds propres. Et que donc, ça fait 4 soirées qu'on passe à coller les affiches.
Mais moi, ça m'a fait très plaisir avec ma colistière. On a pris la voiture, on a pris les affiches, on les a collées sur les panneaux. Voilà, ça permet de visiter les villages, de rencontrer des gens. Et voilà, ça apprend. Après, on n'a pas les moyens des grands partis. Donc ça implique de s'investir dans un temps très court. Voilà, et sans l'avoir trop anticipé, parce que ça a été une surprise. Oui, c'est ça, c'est que cette campagne, elle est particulière au niveau du délai aussi. En plus. Qui rajoute une difficulté, parce qu'au final, on a eu 3 semaines de délai entre l'annonce de la dissolution et le premier tour, qui est du coup ce dimanche 30. Tout à fait. Et donc, partir en campagne, vous qui avez déjà fait campagne, je suppose que c'est un peu... c'est complètement différent cette fois-là. C'est complètement différent, et il faut s'adapter. Voilà. Mais l'appel que je veux lancer, c'est vraiment à tous ceux qui sont dégoûtés, qui ne votent plus, à tous ceux qui ne savent pas, qui sont indécis, qui se décident au dernier moment. Bon. Notre affiche de campagne, elle a pris la couleur orange, qui est chaleureuse, avec la Sainte-Victoire. Et voilà, donc on est des personnes bienveillantes, et on n'a pas d'intérêt particulier. Anne et moi, on n'a plus rien à prouver, on a fait notre vie, on ne cherche pas de rente de situation et on ne cherche pas d'argent, on cherche simplement à porter nos idées. Oui, c'est ça, c'est le message que vous aimeriez passer en tout cas aux électeurs de votre circonscription, pour peut-être les inciter à voter plus pour vous que pour un parti traditionnel, c'est que vous êtes au-delà de ces clivages-là et que... Tout à fait. Encore une fois, je ne m'adresse pas aux convaincus que je respecte, qu'ils soient de droite ou de gauche. Mais tous ceux qui ne savent pas, je leur dis, franchement, faites-vous plaisir au premier tour, et après, vous serez assez grand pour décider entre la peste, le choléra et la fièvre jaune. Voilà. Si vous êtes élu, comment est-ce que vous porterez les préoccupations des Aixois jusqu'à l'Assemblée ? Je me battrai pour mon territoire. Je me battrai pour mon territoire et je participerai aux travaux de l'Assemblée chaque fois qu'il y aura des axes qui concerneront la santé. Et je me ferai aider sur l'éducation et la formation par ma colistière qui est professeure à Sciences Po. Et selon vous, les thématiques principales à défendre de votre territoire, vous direz, au-delà de la santé, est-ce que selon vous, il y a d'autres thématiques importantes propres Bien au entendu, territoire ? il y a les transports, parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument améliorer. Il y a la qualité de l'eau, la qualité de l'air, et puis je vous dis l'agriculture. Aix était la capitale agricole de la Provence, il faut qu'elle le redevienne, et c'est possible, c'est tout à fait possible. Il y a un électorat qui est très important et qui fait partie des gens, comme vous dites, qui sont peut-être un peu déconnectés et qui se sentent plus représentés, c'est les jeunes. Les jeunes entre 18 et 30 ans, c'est un électorat qui a du mal à se sentir concerné par la question électorale, par la politique. Pourtant, c'est un électorat qui est capital. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire justement aux jeunes pour qu'ils se mobilisent dans les urnes ? Je dirais aux jeunes qu'il faut aller voter. Quel que soit votre vote, c'est un devoir de citoyen. Après, je comprends la détresse et la déception de tous ces jeunes à qui on ne sait pas parler. Et moi, probablement que j'ai un discours qui ne va pas les toucher, et beaucoup, parce que je ne suis pas de la même génération, mais tant pis, je vais essayer. Je pense que les jeunes, quand ils ont en face des gens qui sont sincères et convaincus, ils peuvent être attentifs et peut-être changer d'avis. Après, quand ils voient le cirque, quand ils voient le réchauffement médiatique qu'il y a autour de certaines personnalités politiques, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie et je les comprends, mais je leur dis, il ne faut pas perdre espoir. Et je voudrais leur dire que l'avenir est entre leurs mains et que s'ils s'éloignent de cette dimension électorale, ils ne pourront pas participer à leur avenir, ce qui serait quand même dommage, parce que c'est eux qui détiennent les clés de demain. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez un message ou en tout cas quelque chose à dire aux électeurs de votre circonscription pour justement sur l'importance de se mobiliser pour ces élections législatives ? Je pense que ça serait bien que les abstentionnistes se mobilisent et que les indécis se fassent plaisir au premier tour.
Et tous ceux qui votent par défaut, il faut qu'ils essayent de faire autrement. Voilà. Et donc, je pense qu'on représente une alternative qui peut être crédible. Voilà. Après, les gens qui sont convaincus par l'extrême droite ou par l'extrême gauche, je les respecte, mais je pense que je ne vais pas capter leur suffrage. Et donc, je leur dis, allez voter, c'est important. Et puis, on verra le résultat le 1er juillet. Merci beaucoup, Dominique Sassoon, d'être venu sur le plateau d'Anonymal pour répondre à mes questions. Et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine interview politique.